Bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France est ravie d'accueillir ce soir Sandra Teixeira pour la présentation du livre Mystère de Porto, Mistérios de Porto, paru aux éditions Pocket dans la collection bilingue pour tous que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir pour assister à cette rencontre à laquelle vous pouvez participer en posant vos questions ou commentaires sur le chat de la plateforme Zoom. Nous transmettrons vos questions, commentaires à notre invité qui aura le plaisir de vous répondre. Ou alors, vous avez également la possibilité de solliciter la parole et de discuter avec elle. Nous vous rappelons que cette séance est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur le site de la Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France. Avant de passer la parole à notre invité, une petite présentation. Sandra Teixeira, vous êtes maître de conférence en études lusophones à l'Université de Poitiers, ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, agrégée de portugais et docteur en études lusophones. Vous avez écrit de nombreux articles sur le poète et traducteur portugais Vasco Graça Moura, auquel vous avez consacré en 2006 votre thèse de doctorat. Vous travaillez notamment sur la poésie portugaise du XXe siècle, l'intertextualité, les rapports entre la poésie et les autres arts, la traduction et enseigner la langue portugaise, la traduction, la civilisation et la culture du Portugal et des pays de l'Afrique lusophone. Vous avez co-organisé l'ouvrage Donner un nom à l'obscur, écriture du divin, écriture du sacré dans la poésie ibérique et latino-américaine, édité par le Centre de recherche latino-américaine Arquivos, Université de Poitiers et Amérique latine, Pays ibériques, Université Bordeaux-Montagne en 2015, et plus récemment, vous avez publié Mystère de Porto, Mistérios de Porto, avec les textes de Miguel Miranda, José Régio et Vasco Graça Moura, aux éditions Pocket en 2022, dont vous venez nous parler ce soir. Au cours de cette rencontre, vous évoquerez, je cite, les coulisses du travail de traduction, à travers des exemples précis de difficultés rencontrées et des solutions envisagées. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et espérons que cette rencontre soit porteuse de riches enseignements. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, Cristina Costa. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez déjà formulée il y a quelques temps et à laquelle donc j'ai pu répondre positivement. C'est très frustrant de ne pas savoir qui est en train de m'écouter, mais voilà, je le saurai peut-être après. Donc, je salue tous ceux qui se sont inscrits pour suivre ce webinaire et j'espère que voilà, j'espère que ce sera intéressant pour ceux qui prennent le temps de m'écouter aujourd'hui. Donc, je vous salue tous et je vous remercie par avance pour l'attention que vous prêterez à la présentation et bien sûr, je souhaiterais surtout échanger avec vous à l'issue de la présentation. Alors, donc, je fais de la traduction jusqu'à présent comme exercice pédagogique. Je la pratique beaucoup en tant qu'enseignante et en tant qu'objet de réflexion sur la langue. Et c'est précisément l'objet de cette collection Langue pour tous. Alors, je ne peux pas parler de cette collection sans parler de l'ouvrage, l'un des premiers, je pense, qui existait dans cette collection consacrée à la langue portugaise, qui est l'ouvrage auquel a participé Solange Parvot, Jacqueline Pinjon, entre autres, et qui était les contes et chroniques d'expression portugaise, qui m'a été à moi-même très utile lorsque j'ai préparé l'agrégation au début des années 2000. Et donc, ça m'a fait très, très bizarre quand j'ai été contactée pour préparer un nouvel ouvrage dans cette collection. Alors, je vais commencer par mettre en évidence trois aspects qui me semblent importants. C'est une collection qui fait faire ces traductions par des enseignants. Et on nous demande une traduction littérale. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre une traduction littérale. La traduction littérale, c'est généralement ce qu'on évite avec les étudiants. C'est la première étape
pour ensuite essayer de trouver une traduction qui puisse être fluide en français ou dans la langue vers laquelle on traduit. Alors évidemment, on ne nous demande pas une traduction littérale au sens propre du terme, mais on nous demande une traduction qui reste assez proche du texte pour permettre donc aux apprenants de la langue portugaise, dans ce cas-là, de comprendre le cheminement de la langue, comprendre ce qui nous amène à traduire de telle ou telle manière. Donc, j'espère qu'ici, la traduction littérale, évidemment, n'est pas... enfin, en tout cas, le projet, c'est pas d'en faire une traduction moins exigeante que d'autres, hein, mais bien sûr, c'est une traduction qui est forcément différente d'une traduction qui aurait été peut-être une traduction dans un cadre de publication plus littéraire et moins pédagogique, hein. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en tête. Et alors, pour cela, pour en faire un outil pédagogique, on nous demande de rédiger des notes de vocabulaire, des notes de grammaire, des notes qui expliquent les références culturelles que l'on fait, qui sont faites dans le texte, à un lieu, à un personnage, à une pratique. Et donc, on nous laisse libre, hein, de rédiger ces notes, hein. Donc, personne ne nous dit il faut expliquer ci, il faut expliquer ça. C'est à nous de choisir les passages que l'on veut, sur lesquels on veut faire porter des notes, hein. Alors, on connaît, hein, je ne sais pas, j'ai cru comprendre, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il y avait un certain nombre de collègues qui avaient très gentiment choisi de m'écouter aujourd'hui. Certains, sans doute, font de la traduction de manière sans doute plus professionnelle que moi d'ailleurs. On connaît tous les notes du traducteur, hein, qui sont utilisées quand même le plus souvent avec parcimonie, hein, et qui permettent justement au traducteur de rendre compte d'un aspect très difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte dans lequel a été écrit un texte, ou pour expliquer quelque chose qu'on ne peut pas traduire sans expliquer, hein. Et évidemment, ces notes, on essaie d'en faire le moins possible avec les étudiants, hein, qui parfois disent « Oh, mais on peut mettre une note pour expliquer ». Bon, parfois, c'est justement une facilité, hein. Donc ici, il a fallu un peu prendre le contre-pied de cela, puisque ces notes n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les notes du traducteur, hein. Donc, il a fallu en faire un outil d'explication pédagogique et de progression linguistique. Donc, ça a été un réel défi de mettre en place tout cet appareil de notes assez conséquent. Le dernier point que j'aimerais mettre en exergue, c'est la version bilingue, hein. C'est une collection en bilingue. Donc, pour quelqu'un qui comprend bien les deux langues, il n'y a rien de mieux pour comparer et pour voir comment est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a traduit comme ça, d'où vient le fait que ce mot-là, il soit dans ce texte-là, quel est le mot portugais qui convenait, enfin qui convenait, excusez-moi, qui apparaissait dans le texte d'origine. Donc, évidemment, ça expose aussi toutes les potentielles failles, hein, de cet exercice, mais c'est la règle du jeu, hein, c'est-à-dire qu'on fournit directement la comparaison entre les deux langues, hein. Donc, ce qui permet aussi évidemment de progresser et de s'interroger sur le lexique employé, sur les constructions grammaticales expliquées. Alors, je vais essayer de mener une réflexion en 3 temps. D'abord, présenter un petit peu le projet et les défis qui ont accompagné ce projet. Ensuite, je ferai un point sur les notes de vocabulaire et de grammaire. Comment est-ce qu'on a essayé de rendre compte des subtilités de la langue. Je vais vous montrer quelques exemples à partir des dernières épreuves que j'avais reçues avant le bon à tirer. Et puis, un dernier point également sur le type de référence culturelle qu'il m'a semblé bon de développer et d'expliquer aux futurs lecteurs et, j'ai envie de dire, utilisateurs, hein, du livre. Alors, le projet, donc, comme je le disais, cela faisait longtemps
hein, une vingtaine d'années, sans doute, qu'aucun livre consacré à la langue portugaise n'était paru, en tout cas dans cette collection, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas. Et on m'a demandé de préparer un volume thématique sur une ville portugaise. Donc, on m'a cité, bien sûr, Lisbonne ou Porto. Hein, j'ai pas eu beaucoup de choix. À travers des textes courts d'auteurs différents, et donc idéalement des nouvelles, hein, ce qu'on appelle donc contos en portugais. Et donc la ville devait y être représentée comme un élément structurant de l'intrigue, soit parce qu'elle y était abondamment décrite, ce qui nous permettait de visualiser certains lieux emblématiques, par exemple, soit parce qu'elle nous permettait de déambuler justement à travers ces lieux, soit parce qu'elle y agissait également comme un véritable personnage. Et il me semble que à certains moments de ces textes, on a presque ces trois éléments réunis. Hein. On a à la fois une déambulation, une description précise et une ville qui agit comme une espèce de personnage. Donc, idéalement, ma recherche s'est plutôt orientée vers des textes qui n'avaient jamais encore été traduits ou qui n'avaient pas été depuis longtemps et dont aurait pu être proposée une traduction renouvelée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été facile hein, de trouver donc des textes qui répondaient à tous ces critères. Je voulais aussi essayer de choisir des textes d'époques différentes. Hein, et je remercie, alors je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, alors je sais qu'un de mes collègues et amis, Georges da Costa, qui m'a suggéré justement que je compte à do Porto, je crois qu'il ne peut pas se connecter aujourd'hui, et ma grande amie Lourdes également m'a été d'une aide précieuse parce qu'elle a essayé de chercher également pour moi des textes qui parlaient de Lisbonne, des nouvelles, etc. Et elle m'a envoyé plein de choses et j'ai essayé de faire le tri jusqu'à ce que je tombe sur des nouvelles que je ne connaissais pas, qui étaient celles de José Reggio. J'en connaissais une ou deux et je ne savais pas qu'il avait écrit ces nouvelles sur les femmes. Donc, il a, apparemment, c'était un personnage assez odieux et misogyne par ailleurs, mais en tout cas, ces nouvelles sur les femmes sont absolument intéressantes. Et donc, cette nouvelle de Menina Olímpia e a sua criada Belarmina m'a laissé complètement fascinée. Hein, et donc, j'ai tout de suite eu envie de relever le défi de la traduire. Donc, j'ai fini donc par proposer donc le premier conte, hein, la première nouvelle de Contos à Moda do Porto, hein, de Miguel Miranda, qui avait reçu un prix pour ce volume, donc un texte tout à fait contemporain, le texte de José Reggio, donc plutôt de la première moitié du XXe, et puis un extrait de Páginas do Porto, hein, quand on parle do Porto, je pense tout de suite à cet ouvrage, alors qui pour le coup n'était pas du tout un texte court, n'était pas du tout un texte de fiction, n'était pas une nouvelle en soi, mais qui m'a semblé pouvoir correspondre à ce qui était attendu. Et donc, l'éditeur a accepté la proposition qui était de lui proposer un extrait de ce texte de Vasco da Gama, dont d'autres extraits, hein, c'est ce que je mets aussi dans une des notes, avaient déjà été traduits par Madame Giudicelli, hein, qui a traduit par ailleurs d'autres poèmes de Vasco da Gama. Donc, à partir de ces trois textes très différents entre eux, mais qui avaient tous comme point commun ce rapport à la ville de Porto, il s'agissait de rendre l'atmosphère de chaque texte, donc le côté un petit peu polar du texte de Miguel Miranda, un peu sombre, mystérieux, hein, avec un décor urbain qui est largement décrit, qui concourt à ce mystère, hein, d'autant que la nouvelle narre le parcours donc, du personnage, hein, en même temps, en parallèle, du fait qu'il se souvient d'expériences traumatisantes qu'il a vécues dans cette ville. Et donc, on a presque deux Portos qui se croisent. Hein, le Porto qui est décrit, qu'il parcourt, et un Porto plus intime qui met en scène certains épisodes de sa vie traumatisante et qui va finir par mettre en scène sa mort. Bon, je ne voudrais pas spoiler ici la fin du texte, mais bon, hein, les polars nous réservent pas toujours des choses très agréables dans la vie des personnages.
Et donc, on a dans ce Porto aussi intime le Porto de certaines fêtes populaires que les sensations du personnage laissent affleurer. Donc, j'ai trouvé intéressant de parler de la ville de ces différentes manières-là, puisque ça permettait aussi de proposer des notes à ces références culturelles. On a ensuite donc le texte de José Reggio et donc toute une étrangeté qui se dégage de ce duo d'un autre temps, cette dame qui était par le passé, qui représentait une certaine noblesse et bourgeoisie, qui a vécu une décadence, mais qui persiste, qui s'obstine à faire comme si elle était encore cette dame d'un autre temps, malgré les rappels à la raison que lui fait donc sa bonne, qui est toujours à son service. Et donc, il y a une sorte d'étrangeté, mais aussi de tendresse qui se dégage de ce duo, qu'on accompagne donc dans les rues de Porto aussi. Et donc, on a aussi ce parcours urbain et puis cette description de cette vie de voisinage, de ragots, etc., donc que j'ai trouvé également intéressante et qui permettait aussi de relever certains défis, notamment au niveau de la traduction de certaines expressions populaires, dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, on a un Porto tout à fait intime dans le texte de Vasco Samora, puisqu'il nous raconte le Porto de son enfance, les lieux qu'il avait l'habitude de parcourir à une période où certains livres étaient interdits et donc qu'on pouvait consulter par exemple dans les caves des librairies. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a aussi en filigrane un portrait presque politique du Portugal également. C'est surtout un portrait intime d'une ville, mais on a aussi en filigrane, en arrière-plan, certaines références qui nous permettent de nous replonger dans ce Portugal de la première moitié du XXe siècle, on va dire, enfin, les années 50, 60, 70, puisque Vasco Samora est né en 42, si je ne me trompe, donc il nous parle de ses expériences de quand il était enfant, donc vers 10 ans, et puis ensuite à l'adolescence. Donc on a plutôt les années 50, 60. Alors, une fois qu'on a tout ce matériel, donc il faut déjà bien sûr proposer une traduction et puis penser assez vite à cette contrainte donc, de rédaction des notes qui nous oblige finalement à tout revoir de manière presque obsessionnelle, puisqu'on a envie d'expliquer un mot, qui en appelle un autre, qui appelle une expression, pareil pour une telle ou telle construction grammaticale. Et donc, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc, je vous montrerai 2 ou 3 cas où je me suis un petit peu amusée avec la langue, où je suis allée assez loin dans la recherche d'expressions qui pourraient servir aux lecteurs, à ceux qui étudient la langue, pour leur éviter, par exemple, des confusions avec le français, pour attirer leur attention sur telle ou telle construction. On sait par exemple en portugais à quel point les prépositions sont importantes dans les constructions verbales. Faisait le con, faisait le poule. Bon, on change le sens du verbe en fonction de la préposition qui le suit. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais pas le droit de tricher, en gros, parce qu'on redécouvre la langue et on met à l'épreuve sa propre connaissance de la langue. Et on apprend aussi des choses, on réapprend des choses, on redécouvre des choses. Donc, ça a été assez vraiment passionnant de faire ce travail qui a été, oui, assez harassant, assez complexe, mais vraiment passionnant de se plonger dans cette explication de faits linguistiques en essayant de voir comment est-ce que ce matériel linguistique, littéraire, pouvait servir à l'apprentissage, au renforcement des compétences linguistiques de ceux qui l'utiliseront, je l'espère, à profit. Alors, concernant donc le deuxième point que j'aimerais développer ici, qui est celui des notes
de vocabulaire et de grammaire, donc pour expliquer les subtilités de la langue, aussi bien au niveau lexical, au niveau de la syntaxe. Alors, je vais peut-être vous projeter un exemple. Je vais prendre la première page du volume. Alors, je vais voir si ça marche. Attendez, excusez-moi. Alors, normalement, vous voyez le document. Bon, si jamais vous ne le voyez pas, vous m'alertez. Hein. Alors, on peut peut-être prendre juste le début, si vous le voulez bien. Donc, Diário de uma noite de insônia. Donc, on a le texte en portugais à gauche. Hein. O vulto oblíquo envolto numa gabardina andrajosa avançava lentamente pelas ruas sombrias da Ribeira. O bafo gelado da brisa de janeiro encolhia o seu corpo mirrado debaixo das vestes, a mão ossuda crispava o colarinho no pescoço. Os seus passos incertos faziam uma complicada gincana para fugir aos sacos de lixo esventrados que pejavam as ruas de paralelo gasto pelos anos e pelo esmerilar noturno dos vadios na ronda. Bon, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Donc, dès ces deux premiers paragraphes, hein, on a ici, je pense, des constructions, des termes intéressants. On a par exemple ici, bien sûr, l'infinitif, attendez, l'infinitif substantivé, pardon, le mot me manquait, hein, qui est très courant en portugais, ou parallèle, ou ici m'a amené à faire aussi une note sur ces pavés, hein, sur ce qu'on appelle les calçades portugaises. L'infinitif conjugué également, hein, qu'on voit, je crois, après. Alors, peut-être qu'il n'est pas ici. Il est ensuite, après, dans l'autre extrait. Le mot vestes aussi, qu'on a ici au pluriel, qui normalement signifie souvent les habits religieux. Ce n'est pas le cas ici. Hein. Ici, ce sont les vêtements. Donc, bon, un exemple de ces notes qu'il a fallu finalement inventer. Hein. Il fallait essayer de voir dans le texte ce qui pouvait appeler justement une explication. Alors oui, j'ai trouvé par exemple beaucoup d'occurrences, hein, de la manière dont le portugais n'exprime pas explicitement la relation de possession à travers les déterminants possessifs. Hein. Bon, les enseignants qui m'écoutent, les collègues le savent bien, hein, mais en français, souvent on est obligé d'y recourir, alors qu'en portugais, on a plusieurs manières de l'exprimer, hein, notamment le recours au pronom, ou simplement le fait de ne pas exprimer, hein, de se contenter du déterminant, un nu pescoço, etc., etc. Le mot gincane aussi ici, qu'il m'a fallu chercher parce que je ne voyais pas ce que ça voulait dire ici. Enfin, je visualisais sans savoir comment l'exprimer. Hein, donc, bon, j'ai appris que ça venait d'un mot anglais. Bon, je ne savais pas. Donc, il a fallu essayer de le rendre ici. Et j'ai finalement opté pour le mot circuit, hein, qui n'est pas du tout littéral pour le coup ici. Hein, le mot désigne une sorte de compétition, hein, au sens métaphorique, où il faut qu'on aille d'un point à un autre. Évidemment, ici, c'était surtout le parcours que ce mot, je pense, en tout cas, décrivait. Hein. Donc, il a fallu évidemment recourir à d'autres termes pour exprimer l'idée que ce terme voulait signifier. Alors,
D'autres exemples significatifs, ce qui concerne les registres de langue et notamment les termes d'adresse. Hein, c'est souvent un aspect sur lequel on passe quand même pas mal de temps en cours de langue écrite, de traduction, de langue orale, hein, surtout au Portugal, au Brésil, on sait que les termes d'adresse sont beaucoup plus simples à utiliser. Et donc, ce texte était intéressant parce qu'il nous parlait par exemple, de deux types de doutor. Hein. On a, comme vous le savez, au Portugal, ou doutor, comme c'est le cas ici, hein, donc qui se réfère à celui qui a un diplôme, hein, qui finit un cursus. Donc, bien sûr, ici, on ne pouvait pas traduire ce doutor comme un médecin, hein, et dans le texte aussi, on a doutor qui, là, pour le coup, est le médecin qu'il consulte. Donc, il a bien fallu expliquer les deux sens de ce terme et son utilisation. Et donc, j'en ai profité pour faire une note assez détaillée, alors qu'apparaît, je crois, après, dans le texte, hein, sur justement la spécificité des termes d'adresse au Portugal. Pour les registres de langue aussi, alors on a dans ce premier texte comment dire, un mélange, hein, de registres littéraires, hein, et puis le registre oral, qui est donc, sans vouloir dévoiler le contenu du texte, hein, mais l'un des épisodes traumatisants vécus par le personnage principal et le séjour qu'il a fait en hôpital psychiatrique pendant 15 jours, je crois, de mémoire. Et donc, il se remémore la manière dont il a été traité. Et donc, il décrit, hein, le comportement de deux infirmiers qui, quand le médecin était là, faisaient tout pour lui montrer qu'ils faisaient bien leur travail. Et dès qu'il avait le dos tourné, et bien évidemment, il s'en donnait à cœur joie. Il ne donnait de l'eau potable ou je ne sais quoi aux malades que si il leur donnait en échange quelques pièces, etc. Et donc, on a un langage très oral dans la description de ce rapport, donc des infirmiers aux malades, hein, qui les traitent aussi de manière très péjorative. Et je me suis confrontée à un terme de mémoire, je n'avais jamais vu à l'écrit, qui est le terme de murcão. Alors moi, que j'entendais comme ça, à l'oral, alors je vais essayer de le retrouver, excusez-moi, je ne me souviens plus à quelle page je sais, excusez-moi. Bon, c'est pas très grave, je vais le retrouver. Il est un peu plus long dans le texte. Et donc, il a fallu expliquer, en plus, dans la manière dont il était écrit avec un O, alors que normalement, il s'écrit avec un U. Et donc, il y a cette déformation orale du mot. Hein, et donc, il a fallu expliquer dans la note, hein, donc, ce mot, ce qu'il désigne. Hein, et donc, moi, je connaissais simplement ce mot comme étant associé de manière assez stéréotypée au peuple enfin, aux gens de Porto, hein, au nord du Portugal. Hein. Bon, donc, il a fallu quand même revenir au sens premier, expliquer dans quel sens est-ce qu'il était utilisé ici. Alors, quand je parlais des termes d'adresse aussi, dans le texte 2, donc, qui raconte donc ce duo, hein, entre cette vieille femme qui s'entête à vouloir vivre et s'habiller comme si elle était encore la grande bourgeoise du siècle dernier. Évidemment, on a une relation de bonne entre une hiérarchie pardon, entre cette mademoiselle Olympia et sa bonne. Et puis, on a aussi la manière dont le voisinage parle entre eux et parle de mademoiselle Olympia à mademoiselle Olympia et s'adresse les unes aux autres. Et on trouve un terme récurrent qui est le vosmecé, hein, que je connaissais aussi, surtout oralement, dans le contexte donc rural, hein, et qui apparaît ici utilisé plusieurs fois. Donc ce vossé, hein, qui est
ce vosmse qui est devenu ensuite vosse, enfin ce vosmse qui traduit le vosmse, pardon, hein, et donc il a fallu expliquer, puisque c'est quand même un terme assez rare hein, à l'écrit, en tout cas dans les textes qu'on a l'habitude de lire avec les étudiants. De la même manière, il a fallu trouver un moyen de rendre dans la traduction les moments où les voisines s'adressent ou parlent d'une telle en disant signora en abrégé et signora en toutes lettres, hein, puisqu'on a un personnage féminin donc du voisinage qui ressort, hein, parce c'est la veuve d'un policier, donc elle a un statut social différent des autres, et donc elle, c'est signora, mais qu'on écrit en toutes lettres. Donc bon, on a trouvé un moyen assez simple qui était de le rendre par madame en toutes lettres et madame abrégée pour les autres. Alors, je vous parlais tout à l'heure du moment où je m'étais un petit peu amusée aussi avec la langue. Alors, je vais vous donner 3 exemples ici. Alors là, pour le coup, j'ai bien noté les pages, donc vous allez les retrouver facilement. Alors, j'ai essayé de prendre un exemple dans chacun des textes. Donc, par exemple, jeitu, hein, qu'on trouvait dans le texte. Donc, bien sûr, j'ai essayé de donner ici les sens les plus courants. Alors, quand je vous parle de la contrainte donc de rédiger des notes, l'autre élément qu'on nous donne, c'est de pouvoir proposer des exemples pour illustrer les autres sens d'un mot, par exemple, hein, pour que la personne qui est en train donc d'étudier la langue et de lire le livre, et d'essayer de lire la version portugaise avant de lire la traduction, comprenne dans quel contexte est-ce qu'on utilise tel ou tel sens du mot. Donc, jeitu, hein, donc on a bien sûr le soin, l'attention, mais aussi la manière d'être, hein, não gosto nada do jeito dele, l'habileté à faire quelque chose, hein, le fait d'être doué pour faire quelque chose, ter jeito para alguma coisa, dar jeito au Brésil, et aussi, hein, au Portugal, un sens qu'on utilise beaucoup, hein, le sens de convenir, hein, quelque chose qui est utile, qui convient, hein, este livro deu muito jeito para trabalhar esta questão, faz muito jeito, não haver reunião hoje, etc. Donc, j'ai essayé de rendre ici ces multiples sens du mot. La même chose pour, par exemple, le mot cravo, hein, qu'on avait ici, on avait ici le verbe cravar, hein, qui était ici utilisé dans son sens populaire, hein, qui veut dire donc demander de l'argent à quelqu'un. Hein, l'autre sens, c'est le sens de enfoncer, comme la plupart d'entre vous le savent, et donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté du mot cravo, bien sûr, hein, pour toute l'histoire que cravo a au Portugal. Hein. Bon, j'en ai profité aussi pour mettre une petite note sur le cravo d'Inde, ou encore hein, cravo aussi, qui est la verrue, le clavecin. Bon. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'il fallait trouver un moment où il faut s'arrêter, c'est un exemple. Hein. Évidemment, j'aurais pu choisir de m'arrêter ici au verbe cravar. Il m'a semblé intéressant ici dans une perspective de donner à connaître, d'enrichir le lexique des apprenants, hein, de développer. Bon, évidemment, je n'ai pas pu faire ça pour tous les mots que j'ai expliqués, bien sûr. Alors, un autre exemple, donc peut-être d'un autre texte. Alors, c'est très, très frustrant pour moi de ne pas vous voir, de ne pas avoir vos réactions, mais bon, j'essaie de m'en contenter. Ça me rappelle les cours en ligne, hein, où les étudiants donc, éteignaient leur caméra. je sais qu'ici, c'est voilà, c'est le cadre hein, de ces conférences, bien sûr, mais c'est un petit peu perturbant. Alors, fazer
Oui, je vous parlais aussi de… Alors là, vous voyez, il y en a tout un paquet, parce que bon, c'est un verbe très important, hein, qui sert de base à énormément de construction. Donc, fazer de, donc ici j'ai donné un exemple. Não fazer de palhaço, fazer de rainha, não faças de mim um estúpido, fazer de conta, fazer de propósito. Et puis, donc, une liste, évidemment, j'ai bien dit que la liste était loin d'être exhaustive. On aurait pu en mettre une page ou deux sur fazer, fazer com que, fazer-se em, fazer por. Hein, donc, j'ai essayé de mettre les structures qu'on rencontre le plus souvent. Il y a eu aussi tout un travail que j'ai dû faire sur les diminutifs, et notamment les diminutifs et noms propres. Hein. Alors, là, je vous parlais donc de l'ouvrage des contes et chroniques d'expression portugaise. Avant de m'attaquer à cette traduction, j'ai relu certains extraits, certaines nouvelles, certains contes et chroniques traduits, et la manière dont les notes étaient rédigées, et les aspects qui étaient valorisés, sur lesquels les traducteurs, les collègues avaient insisté. Hein. Et j'ai retrouvé la question du diminutif des prénoms plusieurs fois. Hein, et le fait que, comme je l'ai mis plusieurs fois, hein, un diminutif n'est jamais utilisé de manière anodine, et que quand on peut, eh bien, il faut essayer de le traduire, hein, puisque le plus souvent, il y a quand même un sens. Alors, parfois, le sens est assez limpide, d'autres fois, il l'est moins. Donc, c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple de traduire ces diminutifs. Hein. Il a fallu essayer de voir quel aspect sur quel aspect est-ce qu'on insistait en fonction du contexte. Bon, si on a le temps tout à l'heure, on pourra en rediscuter éventuellement si c'est un aspect qui vous intéresse. Je préfère avancer un petit peu, puis après on reviendra, si vous le souhaitez, sur certains aspects en fonction des questions que vous avez. Et puis on finit aussi par trouver des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors je suis tombée par exemple sur un proverbe que je n'avais jamais trouvé nulle part, et dont je n'ai trouvé aucune autre occurrence. C'est ir de casa de Anás para casa de Caifás, c'est-à-dire aller de mal en pis, en fait, en gros. Hein. Ici, donc ça nous décrit le travail acharné d'une veuve, donc d'une veuve, non, celle-là n'est pas veuve, hein, d'une femme dont le mari est devenu un bon à rien, puisqu'il est devenu, donc il a perdu une jambe, et donc elle doit elle-même subvenir aux besoins de son foyer, et donc elle va de casa d'Anás à casa de Caifás, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas, hein, elle fait tous les travaux ménagers, donc d'un lieu à l'autre. Hein. Donc, il a fallu rendre ce proverbe. Alors là, pour le coup, je n'ai pas réussi à trouver d'équivalent proverbial en français, hein, ici. La même chose pour le verbe abourser. Hein. On connaît ce verbe surtout pour dire qu'uma coisa nos aborrece. Mais ici, c'était un homme que aborrece mulheres. Donc, il faut comprendre, bien sûr, qu'il aime les hommes. Hein, c'est un euphémisme ici. Hein, donc, aborrece mulheres, c'est pas qu'il les ennuie, qu'il les embête, mais c'est qu'il ne les aime pas. Hein. Donc, j'ai trouvé ce sens aussi ici qui était très intéressant et finalement très, très rare, hein, par rapport aux autres sens du verbe bourser. Et puis, alors, un autre exemple, hein, d'une expression qui était impossible à traduire littéralement pour le coup. Alors bon, comme je ne sais pas si parmi les gens qui m'entendent aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui étudient le portugais et qui sont en train de l'apprendre. Et bon, donc désolée si je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes pour les autres. Hein, mais donc, Bacharach Samora nous parle ici des vendeurs ambulants qu'il y avait dans les rues, et notamment les vendeuses de poissons, hein,
Et donc, la manière dont elle s'adressait aux femmes, puisque c'était les femmes qui faisaient les courses à cette époque, hein, et qui leur disaient « Viving a saltar au Petro ». Donc, bien sûr, ici, en présentant hein, le poisson, hein, elle disait ça. Donc, bien sûr, ici, c'était impossible à traduire littéralement. Hein. J'ai sous-entendu que viving s'accordait un poisson au féminin, qui était certainement la sardine, mais qui pouvait être autre chose, hein, et qui était donc renforcé à la fois donc, par ce diminutif, hein, viving, donc très vive, bien vivante, hein, qui était renforcé par le verbe saltar, hein, si vivante, si frais. Hein, le poisson est si frais qu'il saute encore, hein, qu'il frétille encore. Peut-être que frétiller aurait été même un verbe peut-être encore plus approprié. Oui, alors là, pour préparer l'intervention d'aujourd'hui, j'ai dû faire ce que je m'étais refusée à faire depuis que le livre est sorti, c'est-à-dire me replonger dans ce que j'avais fait. Parce que là, évidemment, on a l'impression qu'à chaque page, on se dit, mince, j'aurais pu écrire comme ça, j'aurais pu traduire comme ça. Donc, bon, là, il y a de nouvelles idées qui surgissent. Bon, mais on ne peut pas faire autrement. Hein. Il faut bien s'arrêter, proposer une version, et puis c'est difficile après de pas résister à essayer de voir où est-ce qu'on aurait pu améliorer tel ou tel aspect. Alors, je vais passer maintenant au dernier point que j'aimerais aborder, qui est celui des références culturelles, hein, qui a été donc ces notes sur les références culturelles, hein, qui a reflété une préoccupation de montrer la ville, hein, de permettre au lecteur de comprendre dans quel lieu est-ce que les personnages circulaient, quel lieu faisait sens pour comprendre l'intrigue, pour comprendre quels étaient les aspects mis en évidence par les auteurs. Donc, bien sûr, il aurait pu en être autrement, mais dans ces textes, on n'échappe pas aux rues emblématiques, hein, et aux lieux emblématiques de Porto, la Rue de Santa Catarina, Torre dos Clérigos, certains jardins, certains que je ne connaissais pas d'ailleurs, ou pas bien, certains monuments, le marché, au Mercado Freire Borges, qui est un très très bel édifice architectural qui a été réhabilité aujourd'hui, le marché du Boulian. Alors, 2 ou 3 jours après avoir définitivement corrigé les derniers éléments rendus de la traduction, je vois un reportage sur la réhabilitation, la réouverture prochaine du Mercado Boulian, hein, les travaux, la réhabilitation dont il est en train d'être l'objet. Bon, c'est un aspect que je rajouterai un jour si jamais il y a une nouvelle édition du livre, hein, puisque c'est un marché donc emblématique de Porto, hein, qui est fait l'objet d'une réhabilitation. Hein, Alors, pour le texte 2, donc le texte qui nous décrit ces 2 dames, hein, qui parcourent la ville, très très vite, j'ai ressenti la nécessité d'avoir un plan de Porto devant moi. Et c'est ce qui m'a sauvée pour l'un des passages. Alors, je ne me souviens plus exactement, mais il y a un des passages au début de la nouvelle qui nous décrit en fait le parcours que fait tous les jours, le même parcours que fait tous les jours cette vieille dame, hein, flanquée de sa bonne qui la suit de quelques mètres. Et c'est grâce à la consultation de ce plan, alors même si peut-être certaines rues ont souffert quelques travaux, quelques aménagements, hein, mais ça m'a permis de ne pas me tromper, puisque je crois que je faisais descendre le personnage, et le personnage en fait montait ou tournait à gauche, en fait c'était à droite, enfin c'était quelque chose comme ça où je la faisais descendre, et en fait c'était tourner, enfin maintenant je ne me souviens pas, mais je sais que c'est la consultation de ce plan qui m'a permis de trouver une solution à la traduction et de me rendre compte que j'étais en train de me tromper. Hein. Donc, la personne qui connaît très très bien Porto, hein, beaucoup mieux que moi, aurait vu qu'il y avait un problème. On ne pouvait pas aller de telle rue à telle rue de la manière dont j'étais en train de le dire.
c'est un texte également intéressant parce qu'il m'a permis de découvrir une réalité que je connaissais mal. Il sans doute que beaucoup de ceux qui ont visité Porto connaissent mal. C'est ce qu'on appelle les ilhas, hein, les îles de Porto, c'est-à-dire ces quartiers ouvriers. Donc, la note apparaît ici, hein, c'est la note 9 de ce page 89, que j'ai laissé en italique, hein, comme dans le texte original, puisque le terme désigne un quartier ouvrier de Porto, qui est né au XIXe siècle suite à l'industrialisation du pays, hein, qui accueille de nombreux habitants, qui aujourd'hui regroupe des habitations très, comment dire, pauvres, hein, d'une population assez pauvre. Et alors, depuis, je me suis renseignée un petit peu, et puis la ville de Porto est en train, depuis quelques années, hein, de vouloir réhabiliter ces quartiers en essayant d'inciter les propriétaires de ces maisons à faire des travaux. La peur, c'est que, alors la compensation de ces aides financières, c'est qu'ils maintiennent un loyer abordable pour ces personnes. Hein. Ça rappelle un petit peu ce qui se passe dans le centre de Porto et de Lisbonne, hein, ces vieilles personnes, hein, ces retraités qu'on a expulsés de chez eux pour faire des Airbnb et compagnie. Et là, c'est exactement la même chose. Hein, c'est la peur, justement, que les propriétaires veuillent en faire des appartements plus luxueux pour un autre type de clientèle. Hein. Donc j'ai trouvé aussi cet aspect intéressant pour la présentation de la ville. Alors, oui, juste pour la petite histoire, on a la fondation Gulbenkian qui est citée dans le premier texte. Alors, elle ne se trouve pas à Porto, comme vous le savez, bien sûr, mais le personnage, hein, a une bourse de la fondation Gulbenkian. Donc, ce texte a permis aussi de faire une référence à la fondation. Alors, hormis ces références directement, enfin, au lieu de la ville, il y a aussi des références culturelles qui n'ont pas à voir directement avec la ville de Porto. Il y a un mot qui est employé par les gamins qui se moquent de Mademoiselle Olympia, parce qu'évidemment, la manière dont elle s'habille, la manière dont elle réagit, la manière dont elle parle, la manière dont elle veut être vue par les autres, elle veut que les gentlemen la saluent, comme si on était au 19e siècle, hein, au début du 20e, eh bien, évidemment, elle est source de moquerie. Hein, et donc, on a des gamins qui réapparaissent plusieurs fois au cours de la nouvelle avec pratiquement à chaque fois les mêmes mots, les mêmes insultes. Et l'un d'eux qu'on retrouve, c'est le mot intrudo. Donc, intrudo, il m'a semblé tout à fait nécessaire de faire une note, hein, sur intrudo. Alors là, je ne la retrouve pas non plus. Donc Wintrude, hein, qui désigne ces marionnettes, ces grandes marionnettes utilisées pendant le carnaval. Donc ça m'a permis de rédiger une note ici. Voilà, elle est là. Donc désigner ces fêtes du carnaval qui sont très réputées au Portugal, hein, donc notamment certains, ce qui est plus réputé pour leur défilé de chars en danse, en musique, comme à Ova, pour Vedres, et puis d'autres, plus pour leur lien à des rituels ancestraux, hein, des pratiques artisanales comme les Queretos, hein, ou le village de Rosarim. Donc, j'ai trouvé intéressant de développer un petit peu cet aspect. De la même manière qu'il m'a semblé absolument indispensable de faire une note sur a pastelaria. Hein, on la trouve citée, donc non pas comme la pâtisserie, mais comme l'établissement, hein, comme on le sait, qui est un lieu de sociabilisation, de sociabilité indispensable au Portugal, hein, où vous trouvez donc à tous les coins de rue ces établissements, hein, où on se restaure, hein, beaucoup de Portugais vont encore prendre leur petit déjeuner, ils sortent de chez eux pour aller prendre le petit déjeuner numa pastelaria. Donc, il m'a semblé nécessaire ici de faire cette petite note culturelle. D'autres aspects aussi liés, par exemple, à des spécificités portugaises comme la division administrative,
Hein, plusieurs fois, il est fait mention à Fregzi, donc il a fallu quand même expliquer hein, ce que c'était que cette division administrative. Et puis la manière, alors dont le troisième texte, j'en ai peu parlé, parce que c'est peut-être l'un de ceux où il y a le plus de notes sur les lieux de Porto. De Porto, et pas seulement de Porto, puisque Vachel Samore nous raconte le parcours qu'il faisait depuis Foz de Wadour, où il habitait, jusqu'à Porto. Donc, il mentionne beaucoup de lieux. Et il parle aussi de la manière dont lui a été transmis la culture, la littérature, notamment par son père. Et il nous parle de où est-ce, où Camilo. Donc, bien sûr, ici, il a fallu faire une note, non seulement sur la manière dont on cite ici ces auteurs comme si c'était des amis, avec un article. Hein, on sait tous que quand on parle de Agustin ou Sophie, tout le monde sait de quels auteurs on parle, Agustin Besserwij, Sophie de Merlubrein. La même chose pour Wes ou Camille. Et donc, j'en ai profité, bien sûr, pour faire quand même une note assez longue hein, sur l'importance de ces deux auteurs dans la culture portugaise. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, bien sûr, mais bon, je voulais pas faire non plus quelque chose de très, très long. Et puis, je voulais surtout avoir le temps d'échanger avec celles et ceux qui m'écoutent. Donc, ce que je peux dire pour conclure, hein, c'est que la principale difficulté finalement de cette tâche, hein, c'était de se retenir de tout expliquer. Savoir où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on met la limite. Et bien sûr, éveiller une curiosité et essayer de proposer un outil de travail le plus efficace possible pour que ceux qui travaillent avec la langue portugaise aient en main un matériel qui puisse leur être utile pour progresser. Voilà, donc c'est ce qui m'a animée et c'est ce qui m'a donné envie aussi de continuer la traduction que je n'avais jusqu'à présent faite que dans le cadre pédagogique de mes cours ou de manière très ponctuelle pour des événements organisés à l'université, par exemple lorsqu'on fait venir un auteur qui n'est pas traduit en français ou pour traduire des expositions avec les étudiants. Donc, bon, j'ai l'impression quand on met un pied dans la traduction, c'est difficile de ne pas vouloir continuer. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop longue, d'avoir été claire et je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, à vos réactions. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Alors, je pense que nous pouvons commencer déjà par remercier notre invité pour cette magnifique et riche présentation. Nous vous remercions, Sandra Teixeira, infiniment pour la qualité de votre présentation et travail de traduction. On a déjà un petit commentaire. Je peux vous dire... Merci à vous. Hein. Merci à vous. C'est de la part de notre collègue Ana Paula Jorge qui nous dit « Muitos parabéns pelo trabalho efetuado, adorei ». Obrigada. Oui, on a décidé de faire l'intervention en français parce que comme il s'agissait de traduction, je me suis dit s'il y a des personnes qui utilisent cette collection justement pour progresser dans la compréhension de la langue, j'ai trouvé plus logique de faire en français. On aurait pu la faire en portugais aussi, hein, mais bon, ça me semblait plus logique. Voilà. Donc, obrigada, Ana Paula, que creio que não nos conhecemos, só se eu estiver em erro. Obrigada. Donc voilà, si vous voulez poser des questions, c'est le moment, ou même des commentaires, vous pouvez solliciter la parole et parler avec notre invité. Moi, j'ai quelque chose à vous poser comme question. C'est par rapport à la traduction et au rôle du traducteur. Alors, quand on demande à un traducteur de traduire, par exemple, dans le domaine des traductions scientifiques, il doit rester vraiment collé un peu au texte. Sinon, il va faire des changements. Mais par rapport aux œuvres littéraires, il y a parfois, comment dire,
le traducteur ne se contente pas de recopier un texte ou de le traduire parce qu'il a déjà son style aussi. Donc, il y a ce danger-là, n'est-ce pas? Et ça peut devenir une autre œuvre. Est-ce que vous pourriez parler un peu sur cette question? Oui, bien sûr. Alors, je vois que Myriam est connectée. Bonjour Myriam, qui est traductrice. Hein, l'une de ses traductions a reçu un prix récemment, donc elle pourra peut-être en parler beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Hein. Mais effectivement, quand je disais tout à l'heure, essayer de rendre l'atmosphère de chaque texte, c'est aussi bien sûr le style de l'auteur. Et bien sûr que c'est important. Par exemple, le texte de José Reggio, il a tout un vocabulaire qui est ancré dans une époque, qui est cette première moitié du XXe siècle. On voit quand on lit le texte en portugais, et j'espère qu'on le sent quand on le lit en français, la traduction, on a un style, un lexique tout à fait différent. Hein. Bien sûr, et il faut respecter cela. Il faut respecter cela. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, Christine, mais bien sûr. Euh, il y a le style de l'auteur, oui, oui, qu'on n'a pas dans un texte plus pratique, scientifique. Oui, oui, bien sûr, le registre de langue, l'alternance des registres de langue. Par exemple, je parlais des insultes tout à l'heure. Les insultes que ces gamins adressent à cette vieille femme, qu'ils prennent pour une folle, hein, évidemment, ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on trouverait dans le texte, par exemple, de Miguel Milán, s'il nous montrait des jeunes qui insultaient ce pauvre homme qui ne sait pas où il est, hein, enfin, qui ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir. Donc, bien sûr, il fallait garder ça, et ça a été l'une des difficultés. On peut donner un exemple, hein, si vous le voulez. Alors, vous me laissez juste deux petites minutes pour remettre la main sur le passage qui pourrait être intéressant. Alors, oui, je tombe là, excusez-moi, sur la question des diminutifs, par exemple. Excusez-moi, je reviens à la question initiale après, hein, mais on avait, par exemple, le diminutif forme nègre. J'avais pas beaucoup de contexte pour savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelle forme nègre. Est-ce que c'est parce que, alors c'est ce que je m'apprends, ou forme nègre, ça peut désigner une fin de loup, ça peut désigner quelqu'un qui est forme nègre parce qu'il meurt de faim. Je sais même plus comment je l'ai traduit d'ailleurs ici. Comment est-ce que je l'ai traduit? Oui, la trêve, la faim. Je me suis dit, ça doit être quelqu'un qui doit être toujours en train d'avoir faim parce qu'elle n'a pas de quoi s'acheter à manger. Bon, mais j'en sais rien. Hein. Mais je me suis dit, c'est toujours mieux d'essayer de proposer une interprétation que de laisser femme nègre, qui dans le texte en français ne veut absolument rien dire. Hein. Alors, sur la question des insultes, justement, parce que c'est un passage très, très, enfin, à la fois, ça a été très drôle à faire, mais pas facile du tout, parce que, bon, les équivalents de ces insultes dans un langage un peu plus ancien, littéraire, de cette époque, c'était pas facile. Alors, l'avantage, c'est que comme c'était toujours la même phrase qui revenait, une fois que je l'ai traduite une fois, ça m'a servi ensuite pour les deux autres fois. Hein. Alors, attendez, j'essaie juste de retrouver. Je crois que ça apparaît dès le début en plus du texte. Ces gamins sont horribles, hein, avec cette dame. Ils ne leur répondent d'ailleurs jamais. C'est la bonne, en fait, après, qui se charge de leur répondre. Ah oui, alors, par exemple, ici, on a Iuj lebregos, tacando na rua. Déjà, lebregos, ce n'est pas un mot très courant, c'est un mot très littéraire, hein, quand même. Hein. Ora, o raio do fantoche, diacho da mulher parece um intrudo. Hein, donc, il a fallu essayer de trouver un équivalent. Alors, je n'ai pas laissé ce diable de femme ici, parce que là ce n'est pas les toutes dernières épreuves. Après, en relisant, je me suis dit, tiens, cette satanée bonne femme, je crois que c'est la traduction finale pour laquelle j'ai opté. On retrouve cette idée de diable, hein, dans satané. Il me semblait que ça passait encore mieux que ce diable de femme. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui m'avait traversé l'esprit. Hein. Donc, voilà, c'est un exemple. Hein, par exemple, ici, hein, quand
quand justement cette vieille dame est très critiquée, évidemment, et donc on a beaucoup qui disent à sa bonne, mais pourquoi vous la laissez pas? Enfin, il faut la raisonner, etc. Hein. Et puis donc on trouve une expression par exemple, oh, la pain to the ball. Bon, ça, il a fallu déjà comprendre ce que ça voulait dire en portugais. C'était pas forcément évident. Enfin, on a l'intuition de ce que ça veut dire, mais pour pouvoir être sûr qu'on se trompe pas, et après, pour pouvoir l'expliquer, c'est en ce sens-là que je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on n'a vraiment pas le droit de tricher. Parce que de toute façon, ça va se voir, puisque vous avez les deux versions. Si on décide d'ignorer la difficulté et de pas l'expliquer, bon, c'est encore pire, quoi, parce que du coup, on laisse ici le lecteur un peu le bec dans l'eau, hein, sans lui donner des outils pour comprendre. Alors, on prend le risque de se tromper, oui, mais bon, la traduction, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Non, ça se répondit. Oui, oui, vous avez très bien répondu, en plus, avec des exemples. Donc, je profite pour vous dire que Madame Myriam Benaroche vous dit bonjour. Oui, bonjour Myriam. Ravie de te voir et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux réagir justement parce qu'en plus, j'ai une question qui va dans le sens de ces doutes que vous évoquez, puisque, bon, déjà bravo, parce que je trouve que le travail de traduction, c'est un travail colossal. On doit restituer un texte avec toutes ses subtilités et on y apporte son interprétation. Vous y apportez évidemment des éléments de culture avec ses notes. Et quand vous êtes justement confronté à un doute, quand vous dites que vous devez vous-même vous approprier ces notions, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'échanger avec l'auteur Miguel Miranda, à défaut de ne pouvoir échanger avec les autres auteurs? Est-ce que vous avez pu, quand vous étiez face à un doute comme ça, justement, d'interprétation, est-ce que vous avez pu échanger avec l'auteur? Alors, c'est une bonne question. J'ai failli à un moment lui poser une question parce que je l'ai contacté juste pour savoir s'il était d'accord justement s'il nous donnait les droits pour le livre, même si c'est pas moi qui ai négocié les droits, hein, c'est l'éditeur, mais étant donné qu'il était vivant, j'ai demandé l'autorisation de le contacter d'abord personnellement. Et c'est vrai que finalement, non, je ne lui ai pas écrit. De mémoire, il ne m'a pas dit, bah tiens, si vous avez besoin de quelque chose, s'il y a un doute, vous pouvez me demander. Je pense qu'il aurait répondu, mais j'ai pas ressenti le besoin de lui demander une précision. Alors, par contre, j'oserais, si j'avais pu, oui, je lui aurais demandé, parce qu'il parle d'un établissement qui s'appelle A Popular. On comprend que c'est un café, une auberge, mais on ne sait pas. Donc, j'ai traduit littéralement la populaire en mettant une note, en disant qu'on sait. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein, j'ai demandé un petit peu à quelques personnes qui connaissent Porto pour voir si ça leur disait quelque chose. J'ai essayé de consulter quelques sources, mais je n'ai rien trouvé sur cet établissement. Peut-être que c'est un établissement qui a changé de nom aussi, qui a tout simplement disparu. Hein, ça aurait été Majestic, évidemment, tout le monde sait où c'est, hein, puisqu'il existe encore. Bon. Donc, c'est vrai que là, par contre, j'aurais bien aimé lui demander. Et puis oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, pour parler justement de ces lieux emblématiques, alors c'est vrai qu'on a recours à notre propre expérience de touriste, de connaisseur d'une ville, etc. Mais enfin, personnellement, moi, il fallait absolument aussi que j'ai la sensation que ce que je disais sur tel ou tel lieu était légitime. Je ne pouvais pas me contenter d'une impression personnelle. Hein, donc, j'ai croisé plusieurs sources sur les sites des mairies, sur les sites du tourisme. On trouve maintenant beaucoup de choses et des sources fiables, hein, puisque c'est ça aussi qu'il faut consulter. Pour la question des îles, j'ai trouvé un blog. Alors évidemment, avant d'utiliser les blogs, je regarde si c'est fiable, etc., mais assez bien fait, qui présentait justement ces îles comme une attraction touristique. Et c'est ce qui m'a ensuite donné envie de présenter un petit paragraphe qui expliquait bien ce que c'était que ces îles. Hein, aussi. Donc,
Écoutez, Voilà. merci Merci. pour la réponse. Bon, merci. Alors, moi, je voudrais vous poser encore une question qui est un peu liée à votre profession. Donc, profil enseignant, chercheur, est-il un atout pour traduire? Pour naviguer dans un texte, cela suppose une certaine culture générale, une certaine familiarité avec les sources, les bibliothèques, les archives, et ce qui vous permet aussi de chercher des citations qui sont parfois impossibles à trouver. Que pouvez-vous dire à propos de ça? Oui, alors oui, c'est bien sûr un atout, enfin évidemment, puisqu'on ne serait-ce que la manière dont on enseigne la langue, hein, il y a beaucoup de choses que je suis habituée à expliquer. Donc évidemment, ça aide beaucoup pour rédiger les notes. Et puis d'autres choses, on essaie aussi de trouver les informations là où on peut. Alors, j'ai par exemple eu recours, je parlais tout à l'heure des personnes qui m'ont aidé à trouver les textes. Donc, il y a mon ami Rouge, qui je crois est connecté aussi, qui alors est passé par une collègue d'histoire à elle, puisque dans le 3e texte de Vasco da Samora, vous avez un extrait d'un texte du XVIe siècle, donc avec un portugais médiéval. Et donc, il me manquait un regard plus historique sur la chose, puisque c'est un extrait assez complexe qui décrit le vêtement d'une dame à une époque où il était interdit d'ostenter des vêtements luxueux. Et elle, par contre, elle s'entête à se vêtir de manière luxueuse. Donc, on a toute une description de tissu, et c'est, alors évidemment, j'aurais eu le temps d'aller consulter, par exemple, des archives historiques sur la mode de cette période, oui. Par exemple, j'aurais pu le faire. Bon, comme j'ai eu cette facilité d'avoir recours à quelqu'un qui est spécialiste du domaine, ça m'a aidé aussi. Hein, donc, après, c'est les contacts aussi qui nous aident parfois, ou qui nous disent, ah bah tiens, tu devrais aller regarder là, tu devrais aller regarder là. Mais bien sûr, on est aidé aussi par notre métier. Oui, oui, bien sûr. Angélique, bonjour. Voilà. Et ma collègue à Poitiers, que je salue. Je pense que peut-être qu'elle veut parler. Je vois qu'il y a le micro. Si elle veut parler, elle est bienvenue. Donc, vous pouvez... Est-ce que vous avez des questions à poser à Sandra? Est-ce que je vois le petit icône du micro de discussion? Je ne sais pas si elle veut... Vous pouvez l'activer, hein? Angélique, tu veux poser une question ou faire une remarque? Ah, attendez, il y a quelque chose là. Alors, j'ai une question de Myriam Benaroche. Ah. Mais je crois que Angélica a le micro ouvert. Oui, vous pouvez parler. Alors, on donne d'abord la parole à Angélique et puis on revient à Madame Benaroche. Voilà. Non, je voulais juste féliciter Sandra, c'était très intéressant et je me demandais combien de temps ça lui a pris. Parce que on a l'impression que chaque note, elle a dû passer des heures à rédiger et c'est un travail vraiment impressionnant. Alors, ça, merci. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail pendant un congé recherche que j'ai obtenu, où j'avais l'intention de faire de la traduction, mais de manière, si vous voulez, sans être sûre de comment j'allais pouvoir la publier, si j'allais trouver si j'allais trouver une structure, etc. Et puis parfois la conjonction des astres nous réserve de belles surprises, et donc on m'a proposé cette tâche que j'ai bien sûr acceptée vraiment avec plaisir et à la fois une certaine crainte. Et donc le travail en lui-même de traduction pure, donc il y a eu tout un premier travail de recherche qui a quand même duré un certain temps, notamment donc d'abord la première recherche, ensuite c'est sélectionner les textes, les auteurs, les extraits, puisqu'il y a l'un d'eux dont j'ai dû sélectionner un extrait. Donc déjà cette première phase de repérage,
a été importante. Après, il a fallu attendre que les droits de traduction soient validés. C'est-à-dire que les éditions Pocket, elles, y ont droit. Et je n'allais pas commencer à faire un travail sans être sûre que ça se soit validé. Imaginez qu'on n'aurait pas eu les droits pour l'un des auteurs, il aurait fallu proposer un autre texte. Hein. Bon, donc évidemment, je commençais à regarder, etc. Mais le travail de traduction en lui-même, pur, quand j'ai rendu la première version, ça a duré à peu près 3 mois, où je n'ai fait que ça, pratiquement. Je n'ai fait que ça. J'ai dû le rendre le 15 mars, et j'ai rendu le 15 mars. Après, on a été étonné que je rende ça à temps, et j'ai dit, ah ben, si vous auriez pu me dire que j'avais un délai, mais je m'étais imposé de respecter les délais, puisque j'avais ensuite un colloque, et donc il fallait absolument que j'ai le temps aussi de faire les autres choses. Donc, si vous voulez, j'ai passé 3 mois à faire que ça, en gros. Évidemment, si après on compte tout le travail, ça a pris évidemment plus de temps. Les dernières épreuves, je les ai corrigées en vacances au Portugal en août. Hein. Ça a été assez difficile, mais bon, il restait plus grand chose. Donc voilà, mais le gros du travail, ça a été 3 mois, mais je dis, hein, où je n'ai fait pratiquement que ça. Donc, avec des périodes où je n'y ai pas touché pour que ça décante un petit peu, parce que bon, en traduction aussi, il faut prendre le temps de prendre une distance. Alors, je vois la question de Myriam, oui, qui est une très bonne question. Hein. Tu me demandes si, dans quel cas est-ce que j'aurais pu, proposer une traduction peut-être un petit peu plus littéraire. Alors, c'est une bonne question à laquelle peut-être j'ai pas réfléchi sur le coup, mais en fait, je m'en aperçois maintenant que je relis ce que j'ai fait. Et je me dis, tiens, là, pourquoi j'ai traduit comme ça et pourquoi est-ce que j'ai pas… Je pense que c'est ça, c'est parce que j'étais peut-être plus… on m'avait dit, donc, on ne te dit pas évidemment de faire une mauvaise traduction, puisque quand on pense traduction littérale, on pense plutôt à une traduction qui ne serait pas très bonne, hein, qui est souvent une première étape pour proposer une meilleure traduction. Hein, donc c'est pour ça, on m'a dit non, il faut évidemment proposer une traduction qui se tienne, qui soit de qualité, qui présente une langue exigeante, qui respecte l'original. Mais c'est vrai que plus je me relis et plus je trouve comme ça des petits espaces, des expressions où peut-être j'aurais proposé une traduction un peu plus littéraire. Alors, tu me demandes un exemple, j'en avais 2 ou 3 en tête, et puis alors là, je ne me souviens plus. Alors, je regarde hein, en même temps. Certains ont lu certains extraits et ont peut-être une idée aussi sur la question. Alors là, je trouve pas comme ça tout de suite d'exemple, Myriam. Mais je sais que je me suis posé la question, mais c'est surtout là quand je me relis. Alors là, je pense à autre chose, si vous me le permettez. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Bon, déjà, il y a quelqu'un qui vous félicite à nouveau. C'est Georges Manuel Sakurai. Oui, merci. D'autres questions? Je vais répondre à Myriam juste pour dire, alors si les gens m'autorisent, il y a Angélica Amâncio qui assiste, Alexandra de Barros, Ana Paula Jorge, Jorge Manuel de Sá Correia, Leonor Casanova, Maria Ferreira, Monique da Silva et Myriam Benaroche. Oui, je me suis rendu compte qu'après que j'avais accès à la liste voilà, et je n'ai pas pensé à regarder. Donc, bon, je vous ai parlé sans savoir qui vous étiez. Bon, je pense que j'aurais parlé de la même manière. Et pour répondre à Madame Benaroque, donc nous avons la possibilité d'activer le micro, mais pas la caméra. Donc n'hésitez pas, levez la main. Vous avez une petite fonction pour lever la main et je vous ouvre le micro. Voilà. Je pense à un autre exemple, sauf s'il y a une question, mais je pourrais y répondre après. Alors, sur lequel je me suis longtemps interrogée, le début, donc l'incipit de la nouvelle de José Reis. On a, là je pense que vous voyez l'écran, passeias às vezes
pelas ruas centrais do Porto, ao cair da tarde, uma estranha figura. A bem dizer, duas estranhas figuras. Porque Menina Olímpia nunca deixou de ter criada, aliás, sempre a mesma, e a sua criada a acompanha nessas lentas digressões. Lentas, não só lentas, lentas e solenes, majestosas, sistematizadas, rituais, quer pelo ar de Menina Olímpia quando passeia, quer pela ordem a que submete esses passeios. Na verdade, Menina Olímpia nem passeia, passeia-se. Alors, vous voyez peut-être où je veux en venir. On a ce passeia-se qui n'est pas habituel. Hein? Le verbe qu'on connaît généralement, c'est passial. Et donc, on a ce passeia-se qu'on retrouve ensuite sous la forme Menina Olímpia nem passeia. Passeia-se. Alors, je me suis longtemps interrogée sur comment est-ce que je vais traduire ça. Et puis, je me suis dit, passear-se, et puis j'ai pu discuter aussi avec une collègue à qui je lui ai demandé qu'est-ce que tu en penses, etc. Et donc, passear-se, c'est passear, mais en se montrant. Hein. D'où cette expression, enfin ce terme qui m'a semblé convenir, qui est le terme de se pavaner, hein, qui sous-entend déjà quelque chose d'un petit peu ridicule, à la fois ostentatoire et un petit peu ridicule. Et donc, j'ai dit, donc, évidemment, il était impossible de commencer, enfin, il m'a semblé en tout cas impossible de commencer la phrase par le verbe, ici. Hein, donc, j'ai laissé le se pavane pour la fin. Et puis, j'ai repris, hein, en restant proche du texte ici, hein, en fait, Mademoiselle Olímpia ne se promène pas vraiment, elle se pavane. Et là, intervient la note de la personne qui a relu et qui me dit, mais il y a un problème. Pourquoi vous dites qu'elle ne se promène pas, elle se pavane, si on sait déjà dès le début qu'elle se pavane? Mais là, il y a quand même un jeu littéraire ici de José Reggio. Alors, peut-être que ça répond directement à la question que vous posiez tout à l'heure, Christine, sur la dimension littéraire, sur le fait de respecter le style. La relectrice me dit, mais non, ça va pas, parce qu'on sait déjà qu'elle se pavane. Mais c'est exactement ce que nous dit José Reggio. Il nous décrit le personnage, et puis ensuite, il rentre un peu dans le détail. Il dit, en fait, elle non passeia, elle passeia. C'est comme si, dans le premier paragraphe, on avait un regard extérieur, c'est le narrateur qui nous parle, et puis ensuite, on a comme une espèce de narrateur omniscient, hein, qui nous montre la manière dont Mademoiselle Olímpia se voit elle-même. Et il m'a semblé que, même si ça peut créer une sorte de peut-être une sorte d'incompréhension ou de malaise, je respecte en tout cas, il me semble ici, l'intention ici de José Reggio. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne voyais pas comment ne pas rendre dans les deux cas le verbe passear-se. Alors évidemment, j'ai repris la même expression. Il était hors de question pour moi de reprendre une autre expression, étant donné si j'avais fait le choix de choisir se pavaner. Hein. Et donc, il me semble ici que c'est tout l'objet de la réflexion littéraire sur le texte, justement. Elle nem passeia, passeias, même si on sait dès le début qu'elle se passeia. Mais c'est un des exemples, je me suis dit, qui est important ici aussi, que je pouvais développer pour montrer toutes les questions qu'on peut se poser aussi en traduction. Voilà, excusez-moi, j'ai repris la parole. Voilà. Mais je suis disponible pour d'autres questions, bien sûr. Parfait. Alors, je regarde s'il y a d'autres. Donc, Madame Myriam Benarok nous dit très bien, elle se pavane. Très bien. Donc, merci. Donc, moi, j'ai encore quelques questions si personne ne se manifeste. Donc, le monde universitaire perçoit-il l'importance d'une bonne traduction pour la diffusion efficace des langues, notamment de la langue portugaise? Ah oui, sans aucun doute, hein, sans aucun doute. Hein. On a quand même de grands auteurs portugais
qui ont l'importance qu'ils ont parce qu'ils sont très bien traduits. Hein. Voilà, on peut penser à Mieko, tout par exemple, à Antonio Rubantun. Hein, c'est grâce à la qualité de leur traduction qu'ils sont également reconnus par ceux qui ne parlent pas le portugais. Et pour nous aussi, enseignants de portugais à l'université, il est très important de pouvoir divulguer ces auteurs dans de bonnes traductions et de pouvoir donner des exemples aussi, hein, des traductions qui ont été faites de grands auteurs. Mais bon, je pense que ça doit être la même chose quand même pour toutes les langues. Hein. L'importance de la bonne traduction. Bien sûr, de la qualité des traductions. Après, bon, c'est très subjectif aussi. Qu'est-ce qu'une bonne traduction? On pourrait s'interroger des heures, mais bon, c'est des questions qu'on se pose avec les étudiants. Hein. Qu'est-ce qu'une bonne traduction? C'est une traduction à la fois qui respecte le texte original, mais qui permet au lecteur de comprendre de quoi on parle. Donc, il faut aussi permettre au lecteur de rentrer dans l'histoire, et même quelqu'un qui ne connaît pas du tout le contexte dans lequel un texte a été écrit, il faut lui permettre de le comprendre. Je prends souvent un exemple, par exemple, une fois, j'ai vu la traduction « Les guerres d'outre-mer », mais sans explication. Je trouve qu'en français, ça passe pas. Si on traduit par guerre coloniale, c'est beaucoup plus significatif, il me semble. Hein, si on laisse les guerres d'outre-mer sans aucune contextualisation historique, il me semble que le lecteur français est perdu. Si on dit guerre coloniale, à la limite, on n'a même pas besoin de notes. On sait que c'est le colonialisme, que c'est les guerres donc avant les indépendances. Voilà. Alors, on sait que pour le Portugal, ça a été plus tard qu'ailleurs, hein, mais bon. Mais après aussi, si on est au lecteur de se renseigner, s'il veut en savoir plus. Bon, là, c'est vrai, hein, c'est pour ça que ce travail est quand même assez particulier, parce qu'on nous oblige à faire des notes. Et là, c'est plutôt l'inverse. Il faut savoir où est-ce qu'on s'arrête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est tout l'intérêt d'une telle collection, mais aussi toutes ses limites. Hein. Au bout d'un moment, et puis il y a une fois où je voulais rajouter quelque chose sur une note, là, vers la fin, on m'a dit « Ah non, non, il n'y a plus de place. » Là, pour le coup, c'est plus possible. Bon, donc, mais bon, c'est vrai que le fait d'avoir eu de bons retours de l'éditeur sur, voilà, par exemple, le premier texte que j'ai traduit, m'a dit non, c'est à peu près ça qu'on veut, c'est à peu près, enfin, c'est le bon volume de notes par rapport au texte. On m'avait fait parvenir les 2 derniers volumes, qui étaient un volume sur Madrid, donc de textes en espagnol, et un volume italien, de textes italiens aussi. J'avais pu regarder un petit peu comment est-ce que la collection évoluait dernièrement. Donc après, ça m'a bien sûr confortée dans le travail que j'étais en train de faire. Mais bon, évidemment, quelqu'un d'autre l'aurait fait de manière tout à fait différente. Hein. C'est impossible qu'il y ait 2 traductions pareilles d'un même texte de toute manière. Donc, même la même personne ne le traduira pas deux fois de la même manière. D'après vous, comment valoriser les traducteurs de langue portugaise? Quel travail pédagogique amener auprès du monde universitaire pour valoriser les traductions? Pour valoriser les traductions, promouvoir les auteurs qui sont bien traduits en français. Hein. Nous, on se pose souvent la question. À Poitiers, on a un festival littéraire tous les ans à l'UFR Lettres et Langues qui s'appelle Bruit de langue. Pardon pour la publicité, mais bon, j'en profite. Et donc, on se pose parfois la question, puisque ça nous est arrivé de recevoir des auteurs portugais, notamment, qui n'avaient pas encore été traduits. Mais on se dit, est-ce que ça doit empêcher de faire leur promotion? Non, ça peut justement donner envie peut-être à des éditeurs et à des traducteurs de s'y intéresser. Hein, donc, il y a aussi l'inverse qui est vrai. Il ne faut pas aussi oublier ceux qui ne sont pas traduits et qui mériteraient de l'être. Je pense par exemple à une très grande écrivaine, hein, Margarida de Carvalho,
qui est une autrice absolument fascinante et qui n'est pas encore traduite en français. Hein. J'ai déjà essayé d'intéresser certains éditeurs à son œuvre et pour l'instant, donc je me dis, est-ce qu'il faut que je m'y mette pour... voilà, mais c'est une langue qui est très, très, très exigeante et très complexe et qui me fait... voilà, ça me fait un petit peu peur de me lancer dans la traduction de ces romans, mais c'est une autrice, je ne sais pas encore comment ça se fait qu'elle ne soit pas traduite en français, tellement son univers est absolument fascinant. Mais bon, donc je ne sais pas trop comment répondre à votre question, parce que alors, quand on a la chance d'avoir des cours qui s'adressent à un public qui n'étudie pas le portugais, ça m'est arrivé, ça nous arrive de temps en temps, on est obligé de recourir à la traduction. Et donc, évidemment, on choisit, enfin moi, le choix des auteurs que je fais dans ces cas-là, c'est que je choisis d'abord des auteurs qui ont été bien traduits. Ou alors dont je propose une traduction différente si je peux. Mais donc, on peut les valoriser en les exploitant en cours, en les divulguant autour de nous, en les divulguant aussi auprès d'un public non lusiste. Bien sûr. Et bon, je ne sais pas si je réponds, hein, Christine, parce que je... Si, vous répondez. J'aimerais savoir aussi si de votre côté, vous percevez chez les étudiants une envie de devenir traducteur, par exemple. Oui, alors, c'est très complexe ça, parce qu'on a l'impression que maintenant, tout le monde peut créer sa micro-entreprise en se disant traducteur. On sait bien que c'est pas comme ça que ça marche, mais vous en trouvez plein, hein, des étudiants qui ont une licence, qui ont étudié, voilà, qui ont fait une licence LEA et qui s'auto-intitulent traducteur. Alors moi, j'insiste beaucoup hein, à l'université en leur disant bien que la traduction, c'est un travail très complexe, très difficile et qu'une licence ne suffit pas, un master suffit rarement. Il faut rentrer dans des écoles spécialisées, passer des concours hein, pour les plus exigeants. Mais c'est vrai que la traduction intéresse beaucoup. La traduction attire beaucoup. Oui, oui, ça c'est vrai. Et il faut quand même qu'on rappelle aux étudiants, on a un cursus à Poitiers qui s'appelle langue, traduction et médiation interculturelle, où les étudiants sont obligés d'étudier 3 langues, et notamment la 3e langue en débutant dès le semestre 2. Mais ce n'est pas parce qu'il y a traduction dans l'intitulé du cursus qu'ils sont aptes à devenir traducteurs. Hein, on leur dit qu'il y a une différence entre être traducteur et faire de la traduction comme une compétence transversale de quelqu'un qui occupe un poste dans une entreprise, dans la communication, dans une institution qui reçoit du public, pour la mise en place, par exemple, de supports de communication, de flyers, de choses comme ça. Évidemment, c'est des travaux de traduction, mais on n'est pas traducteur pour autant. Moi, j'ai du mal à dire que je suis traductrice, je ne suis pas traductrice, je fais de la traduction. C'est différent, c'est comme être enseignant et faire cours. Parfois, il y a une grande différence entre les deux. Hein mais c'est vrai que la traduction attire beaucoup. Et ce qu'on dit souvent aux étudiants, notamment quand on les rencontre sur les salons, par exemple, hein, ou les futurs étudiants, où on leur dit ce qui fera la différence dans le domaine de la traduction, c'est la combinaison de langues que vous aurez. Hein, anglais-espagnol, alors il faut être très bon pour pouvoir percer, mais si vous avez anglais, espagnol, russe, anglais, espagnol, portugais, anglais, espagnol, arabe, là, ça commence à devenir plus intéressant. Et c'est là que vous vous démarquerez. Mais c'est vrai que cette question de la traduction, elle est elle prête, je pense, à beaucoup de confusion aussi et d'attentes, d'expectatives de la part des étudiants qui parfois ne correspondent pas réellement exactement à ce qu'ils sont capables de faire à leur niveau. Certains sont tout à fait capables de devenir traducteurs s'ils travaillent, s'ils essaient de rentrer dans des écoles, etc. Mais il y a aussi, je pense, une partie qui se méprend sur ce qu'on attend d'eux en tant que traducteurs. Et en fait, la traduction, pour la plupart, ce sera un outil annexe à une autre activité. Mais c'est ça qui les intéresse aussi. Hein.
et notamment le contact avec le public, tout ce qui est aussi l'interprétariat, tout ce qui est également le sous-titrage. Plus je vois notamment les films portugais, puisque tous les films étrangers au Portugal sont sous-titrés, hein, on a très rarement des doublages et c'est très bien. Et donc moi j'adore voir les sous-titrages, comment est-ce qu'ils traduisent, hein, et on voit, alors on voit des choses très très bien et on voit aussi des choses qui laissent à désirer, hein, et donc des fois je dis à mes étudiants, on a besoin de gens qui fassent de bons sous-titrages aussi, et ça les intéresse beaucoup. Ma collègue Angélique les a eu notamment dans cette matière, hein, en sous-titrage, donc ça les intéresse beaucoup, et il y a des choses à faire là-dedans. Mais il faut qu'on ait des bons éléments. Et c'est des fois ça qui manque, hein. Voilà, c'est une génération dont beaucoup ne sont pas assez exigeants envers eux-mêmes. Alors, il y en a, oui, qui iront loin, et puis d'autres, voilà, il faut quand même les remettre un petit peu sur terre, quoi, leur dire exactement ce qu'ils peuvent faire. Ou ce qu'ils doivent faire pour arriver à leur fin. Évidemment, on les décourage pas, mais on essaie d'être réaliste. Bien. Alors, peut-être que pour vous, un nouveau projet avec Ana Margarida de Carvalho, qui sait? Je ne sais pas, j'ai plusieurs choses en tête. Il y a aussi un écrivain français que j'aimerais traduire en portugais, qui a écrit un très très beau livre sur la Guinée-Bissau, qui s'appelle Sylvain Prudhomme, qui a écrit, dont vient de sortir un film. Il a co-réalisé un film sur le groupe de la Guinée-Bissau, Super Mama Jumbo. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les Grands, que je vous invite à lire, qui est publié chez Gallimard. Et c'est un livre que j'aimerais beaucoup voir traduit au Portugal aussi. Donc, bon. Voilà. Et puis, la traduction de la poésie aussi, j'aime beaucoup. Alors là, c'est encore plus ardu parce que là, vous parliez de réécrire un texte quand on fait une traduction, et le poème, c'est encore plus, on réécrit finalement, hein. Donc voilà, j'ai plein de choses en tête. Je ne sais pas si je parviendrai à les faire, mais bon, on va voir déjà quel est le retour sur l'ouvrage, et puis on verra si ça me donne envie de continuer. Juste une dernière question. Oui. Il n'y aura plus d'autres, mais bon, pour terminer, dans la solitude du traducteur avec son texte, qu'existe-t-il autour? Qu'existe-t-il autour? Des fois comment dire, comment on pourrait dire ça? On a forcément besoin de moments où on n'y pense pas, mais c'est très compliqué. C'est vrai que ça trotte toujours dans la tête. On a cette petite phrase qui trotte, ce mot qu'on n'arrive pas, où on sait qu'on l'a pas encore bien traduit. Et puis comme ça, quand on n'y pense pas, mais ça arrive dans la vie de tous les jours, quand vous cherchez quelque chose, et puis voilà, plus vous cherchez, moins vous le trouvez. C'est quand vous vous y attendez le moins que ça vient. Donc parfois, en fait, ce qui nous aide le plus, c'est ce qui semble le plus lointain de ce qu'on est en train de faire. Et parfois, voilà, j'ai eu des réponses qui me sont venues, je sais pas, d'un film que j'ai vu, d'un livre que j'ai lu, qui n'avait rien à voir, absolument rien avec Porto, et où je trouve comme ça une manière de traduire tel ou tel mot. Mais c'est vrai que c'est un travail, oui, c'est un travail solitaire. L'écriture en soi, c'est un travail solitaire. La traduction l'est aussi. Bon, on discute avec les auteurs, on discute avec le texte, on discute avec soi-même. Et autour, continue à exister la vie. Donc, il faut aussi savoir s'arrêter, savoir faire des pauses, sinon, et surtout savoir faire décanter le texte. Donc, parfois, au cours de ces 3 mois, bien sûr, quand je passais d'un texte à l'autre, je me laissais une semaine où j'y touchais plus, parce qu'il fallait que j'aère l'esprit. Puis, entre le moment où je finis une première version et où il faut rendre ensuite la version la plus aboutie aussi, je décante, je fais
voilà, et ce qui est très important, c'est de revenir après sur le texte sans regarder le texte original pour voir si le texte se tient. Je lis beaucoup à voix haute aussi pour voir comment le texte sonne. Ça, c'est très important. Et puis, voilà. Et puis, donc, mais bon, j'ai pas été complètement toute seule, hein. Il y a des personnes qui m'ont aidée aussi à garder confiance en moi, à relire aussi les notes que j'avais rédigées, hein. Je les ai fait relire aussi pour. Il faut rester humble aussi. Donc voilà, c'est donc enfin, j'espère le rester parce que je trouve que c'est une qualité parfois qui ne se voit pas beaucoup chez certains universitaires. Pardon pour voilà pour ceux que je pourrais heurter, mais donc l'humilité, je trouve qu'elle est vraiment de mise. Et puis voilà, il faut faire du mieux qu'on peut et puis se dire qu'au bout d'un moment, voilà, c'est fini et il faut rendre la chose. Oui, Isabelle. Oui, alors pour finir, une question très naïve. Moi, Oui. j'ai juste envie de savoir, quand on est traducteur, c'est quoi? C'est l'amour des auteurs ou l'amour de la langue? Qu'est-ce qui nous pousse finalement? C'est un texte ou c'est l'amour de la langue finalement? Parce que je me dis, il y a quand même des textes qui sont plus simples à traduire que d'autres, mais qu'est-ce qui nous pousse? Est-ce que c'est voilà, l'écriture d'une personne qu'on admire ou ses textes, ou alors c'est vraiment, voilà, on aime, on a envie ou c'est la langue justement, la langue comme forabinte finalement. Oui, alors là, je ne ferai pas forcément le même type de réponse en fonction du projet de traduction qui est en jeu. C'est pour ça qu'il m'a semblé important de présenter un peu de quel projet il s'agit dans ce cas-là, qui est quand même un outil pédagogique très particulier. Mais je n'aurais pas pu traduire des textes que je n'aime pas. Pour un travail comme ça, si on travaille sur quelque chose avec lequel on n'est pas en résonance, je pense que ça marche pas. Si, puisque si on reste professionnel, on traduit. Donc, on traduit la langue, mais je pense qu'il manque quelque chose qui fait quand même le sel de ce qui nous pousse et de cette fascination qu'on a pour la langue. C'est parce qu'il y a un style, c'est parce qu'il y a une intrigue, c'est parce qu'il y a des personnages. Et donc, moi, j'ai choisi, et je pense que c'est, je pense que bon, il y a des traducteurs qui reçoivent des commandes et c'est un moyen de subsistance aussi, il ne faut pas les refuser. Mais pour le coup, on m'a laissé une grande liberté au niveau du choix. Et là, pour le coup, j'ai pris vraiment des choses qui me parlaient, quoi, qui me tenaient à cœur. J'ai vraiment un faible pour ces deux personnages-là du duo de José Régio. Je trouve absolument magnifique le texte de José Régio. Donc oui, c'est un petit peu tout, hein, quand même, mais je pense que c'est très difficile de traduire quelque chose avec lequel on n'a pas une résonance, quelque chose qui ne nous parle pas. Il me semble. En tout cas, moi, ce serait difficile. Là, les auteurs que j'ai envie de traduire, c'est parce que c'est des coups de cœur au niveau littéraire. Et de la langue aussi, bien sûr. Merci. Voilà. Alors, il y a Myriam qui nous demande, pouvez-vous de nouveau répéter le titre de cet ouvrage? Oui, il est sorti chez Pocket 2022. Voilà. Oui, Mistérios do Porto, donc qui est sorti en octobre. Voilà. Et ce sera peut-être le mot de la fin, Christina. Je te laisse la parole. Donc, une fois de plus, un grand merci à Sandra. Merci à vous et merci à toutes celles qui, parce que je crois qu'il n'y avait que des femmes. Ah non, il y avait Georges aussi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Je reste disponible par mail si vous avez des questions à poser. Vous pourrez le demander à Christine s'il y a besoin. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez changer dans un autre contexte, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette possibilité d'intervention et merci à tous ceux qui ont suivi la conférence, la présentation. Et merci pour
pour toutes ces conférences que j'ai encore regardé là, il y a quelques jours, enfin, la variété des choses que vous proposez, je trouve ça vraiment très, très bien quoi, de pouvoir proposer tout ça. Je pense que j'aimerais pas me revoir et me réécouter, mais si ça peut servir à d'autres, c'est très, très bien. Et merci encore. Donc, merci encore. Voilà, elle a tout dit. Hein. Donc, un grand merci à Sandra Teixeira, à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre participation, questions, commentaires, ainsi que notre collègue Isabelle Barge. Et donc, le livre Mystère de Porto, Mistérios de Porto, est disponible dans notre bibliothèque. Nous vous souhaitons à tous une excellente soirée et nous vous rappelons que la prochaine rencontre de la bibliothèque Gulbenkian aura lieu au mois de février. Très bonne soirée à tous. Merci et à bientôt.